On a des personnes, la plupart du temps, extrêmement fidèles. Fidèles à quoi? Au projet conjugal, mais c'est des gens absolument pas, exclusifs. On voit des couples ouverts qui passent au libertinage, des couples libertins qui glissent vers le polyamour, voire aussi des relations non exclusives qui reviennent à l'exclusivité. Bonjour et bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de la TSF. La TSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexofonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, nous interviewerons des professionnels de tout horizon, dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast, aider les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Je suis Audrey et aujourd'hui je reçois Félix Dussault depuis le Québec. Félix, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour votre soutenance et votre diplôme qui est tout frais, si j'ai bien compris. Une semaine et une journée très précisément. Voilà, je suis Donc, docteur en sociologie. félicitations pour ça. Et je viens d'apprendre là juste en coulisses tout à l'heure que vous êtes en plus chargé de cours au département de la sexologie. Donc c'est parfait pour nous. C'est ça, voilà, au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Donc vous étiez en train de me parler d'ailleurs de ce département tout à l'heure. Et donc, Ouais, c'est ça. Alors le contrairement à la France, il y a beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, le Québec a un ordre des sexologues, et l'Université du Québec à Montréal a un département de sexologie qui a été fondé par un prêtre dans les années 70, voilà, qui recevait les confessions de ses ouailles et il se rendait compte qu'il y avait quand même, pas mal de problématiques, sexuelles. Donc il a abandonné la prêtrise et il a fondé ce département-là. Une histoire assez originale et donc le Québec est très très à la pointe là-dessus, il y a des étudiants et des étudiantes du monde entier qui viennent étudier ici, pour, obtenir un diplôme de sexologue. mais il y a quelques années, en regardant les informations, en fait, je voyais une dame, c'était une bonne sœur d'une certaine d'un certain âge, qui faisait les cours d'éducation à la sexualité, en fait, dans nos collèges et lycées français. Et quand je l'ai vue, j'ai dit: «Mais c'est génial, je veux faire comme elle!» Mais c'est vrai que historiquement, on a toujours cette image de la religion, qui contraint la sexualité et à bien des égards, ça a été le cas, mais j'avais lu dans un ouvrage, historique que, au début de la Renaissance, on pensait que, si les femmes avaient des orgasmes au moment de la procréation, parce qu'évidemment la sexualité servait à ça, en fait, que les enfants seraient beaucoup plus beaux. Et donc en fait, les prêtres expliquaient aux femmes, alors ils n'avaient pas le clitoris en tant qu'organe, ils savaient pas forcément trop ce que c'était, mais ils savaient que quand on touchait à cet endroit, ça fonctionnait. Donc les prêtres expliquaient aux femmes comment, se donner un orgasme au moment de la procréation en se disant: «Bah, les enfants seront beaux et en bonne santé dans ce cas-là». Donc c'est pas si étonnant que ça et puis en tant que prêtre, on reçoit voilà, le confessionnal, en tout cas dans le catholicisme, ça Ouais. permet, d'avoir un moment où on peut échanger, en toute intimité, sur la sexualité et donc les prêtres sont un peu des personnes privilégiées pour recueillir les témoignages sur la sexualité et potentiellement donner des conseils, même si c'est pas forcément les personnes qui pratiquent le plus. D'accord, mais bon, effectivement, les principaux confidents, en tout cas les premiers pendant longtemps. C'est ça. Alors, si je vous accueille aujourd'hui, c'est quand même pour parler de cette thèse que vous avez soutenue, la semaine dernière, du coup. C'était quoi le titre de cette thèse, du coup? Alors au pluriel, c'était désir d'altérité, expérience, relationnelle, des personnes dans des configurations relationnelles non conjugales. Voilà. Donc le titre d'une thèse, c'est toujours un bel exercice, on y passe du temps à essayer de trouver un titre, intéressant et un peu compliqué quand même. Mais voilà sur quoi je C'est ça. travaillais. Avant de commencer, je vous propose de revenir à certaines définitions. Donc moi, j'ai lu un petit peu le résumé, de votre thèse, jusque-là, mais vous allez m'en parler un petit peu plus. Et puis c'est marrant, on vient de parler de la religion il y a pas très longtemps et il y a un principe, qu'on entend souvent, c'est la fidélité. Je crois qu'il a Ouais. été pas mal, dévoué. Est-ce que, vous voulez m'en parler ou? Oui, alors, bon, c'est un vaste sujet, la totalité des religions au moins monothéistes, prônaient
Bah, en fait, il y a une confusion qui est faite entre l'exclusivité et la fidélité, Oui. sexuelle, s'entend, amoureuse aussi, même si on pourrait revenir là-dessus, de dire que le but en fait, ça, c'est que notre conception du couple aujourd'hui est basée sur la fidélité, l'engagement de 2 personnes dans une relation à long terme. Et la relation doit être amoureuse. Mais justement, la question de l'amour dans la relation est finalement, très récent. Je dirais, aller à 1 siècle et demi, 2 siècles maximum, et encore il y a eu des évolutions. Donc le but du couple, c'était une institution économique, le lieu de transmission du patrimoine et le lieu de la reproduction. En fait, la et c'est là tout l'objet de la sociologie. En fait, on voit à partir du 19e siècle, c'est ce que Émile Durkheim parlait, la solidarité mécanique et la solidarité, organique. La société traditionnelle étant basée sur la solidarité, mécanique, et nos sociétés modernes sur la solidarité organique, pardon. Donc avec des individus qui se différencient pour plein de raisons et cetera, mais notamment économiquement, et en fait, l'amour dans une relation n'était absolument pas évident pour nos ancêtres, on va dire. Ouais, il y avait Heu, pas mal de mariages arrangés, hein, soit, c pour, les terres, c soit pour le statut, soit c'est ça, en fait, il y avait pas l'amour n'était absolument pas important. d'où C'était l'amour pour toi. d'où l'amour courtois et cetera, et on et d'ailleurs, faut faire attention qu'on a une lecture, moderne, d'une pratique passée. L'amour courtois, c'était absolument pas sexuel. Il y avait pas On prend Tristan et Iseut comme vraiment, roman fondateur de l'amour courtois, ils se touchent pas. Et justement, la force de leur amour et de la beauté de la chose, c'est que, justement, Tristan étant pur, noble et intègre, il ne touche pas Iseut. Je suis pas convaincue, hein, je me rappelle l'avoir lu et il me semble qu'ils se touchent, mais ils arrivent toujours à, pouvoir dire le contraire parce qu'ils sont malins. C'est-à-dire qu'ils dorment avec l'épée au centre des 2, donc du coup, il y a séparation pour le roi quand il les retrouve et oui, ils se déguisent en mendiants aussi pour aider Tristeut à Iseut à traverser la foule. Et en fait, elle va monter, sur ses épaules et elle va dire que seuls 2 hommes sont passés entre ses cuisses. Mmh mh. C'est ça, mais c'est en fait, c'est symboliquement, il ne la touche pas, et là l'honneur est complètement L'honneur est sauf. sauf. L'honneur est sauf. Donc voilà, l'amour, même on retrouve des textes qui remontent au moins jusqu'à l'Antiquité, où on se moquait des gens passionnément amoureux, c'était vu soit avec amusement en mode: «Oh ah oui, c'est un truc, ça vaut pas grand-chose», ou alors comme un danger pour, la survie du groupe. C'est peut-être un peu trop fort de dire ça, mais de dire en fait, le groupe primait sur l'individu, et en fait le serment de fidélité, et donc par extension d'exclusivité, c'était ça. Le but était la survie du couple, donc du groupe, et c'est pour ça qu'il y avait un fort contrôle sur les pratiques intimes des individus, et donc partant de là, on demandait symboliquement, parce que c'est important, et que nos sociétés humaines sont basées beaucoup sur la symbolique, eh bien, on demandait aux gens de ne pas avoir, d'être fidèles à la personne, parce que, alors là, ça nous paraît, complètement anachronique, mais une société où il y aurait une compétition pour, avoir, des partenaires, sexuels, la plupart du temps en Occident, les femmes, pour qu'il y ait une compétition pour les femmes, il y a plusieurs ouvrages qui disent sûrement que nos ancêtres se sont posé la question à un moment de: «Comment on fait?» Et que, parce que est-ce qu'on laisse libre? Est-ce qu'on contrôle? Et cetera, et en fait, pour nos ancêtres, en Occident, c'était sûrement le, meilleur, ou en tout cas le moins pire modèle, parce que bon, au moins tout le monde pouvait avoir, eu un et une partenaire, et que, voilà, les gens se mettaient pas trop sur la tronche pour les partenaires. Mais donc voilà, donc il y a
ce serment d'exclusivité et puis encore une fois aussi, hein, l'aspect économique, en tout cas pour les classes aisées, il y a un patrimoine qu'il ne faut absolument pas, Transmettre au diviser. fils du voisin. Voilà, c'est ça. Donc d'où des institutions, le mariage en est une, pour s'assurer que alors, encore une fois symboliquement, hein, parce que, c'est bien là le problème, de beaucoup de sociétés patriarcales. Comment je m'assure que ma descendance est bien la mienne? Maman on Comme ils sait, a papa on sait pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça et donc il fallait s'assurer de ça et le mariage, c'était la solution et mariage avec exclusivité sexuelle. Même si, mais on y reviendra peut-être après, il y a des exemples historiques, de non-exclusivité un peu, voilà, Bah, en fait, il s'avère qu'effectivement, le mot fidélité, donc je suis retournée, dans le Larousse le chercher, hein, donc le fidélité qu'on se jure, en fait, en se mariant, vient bien du latin fides, donc qui est la foi, la confiance. Donc fidelitas, en qui on peut avoir confiance et ce sont donc les qualités de quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelqu'un ou quelque chose, les qualités de quelqu'un qui va être constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes, les qualités également qui ne manque pas à sa promesse ou qui ne trahira pas un serment et enfin quelqu'un qui, va avoir ou quelque chose qui va pas être altéré au cours du temps. Voilà, donc il y a pas de notion d'exclusivité sexuelle comme on peut l'entendre souvent, dans, «Il m'a trompé, il n'a pas été fidèle» et cetera, donc effectivement. c'est ça et puis si je peux me permettre quelque chose, je pense, qu'aujourd'hui pour arriver parce que c'est ça aussi le sujet qui nous intéresse, je pense aujourd'hui qu'il y a une confusion entre fidélité et exclusivité. Heu Aujourd'hui, on a alors, même si c'est critiqué et critiquable bien évidemment, mais on a la pilule contraceptive, on a et la pilule contraceptive est une avancée, de santé majeure. C'était Henri Lefebvre, dans les années 70 qui disait: «La pilule anticonceptionnelle», il disait, «est plus importante que les fusées spatiales» parce que l'histoire, de l'humanité, alors pas dans toutes les sociétés, mais quand même, on le retrouve à différentes époques, c'est de pouvoir décorréler sexualité et reproduction. On a réussi à le faire, mais aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, mais on voit à travers, l'histoire, les premiers préservatifs en Égypte antique étaient en boyaux de mouton. Alors sûrement que l'efficacité était pas optimale, mais voilà, il y a des techniques à travers l'histoire, qui ont où les humains ont essayé de décorréler les 2. Aujourd'hui, on a réussi à faire ça. Mais néanmoins, on va pas changer, 2 000-3 000 ans, 4 000 ans d'histoire comme ça d'un claquement de doigts et donc on est encore, tributaire aujourd'hui eh bien, de ce mélange de fidélité, hein, que mariage qui a duré des siècles et des siècles et exclusivité sexuelle et donc pour beaucoup de gens, il y a une confusion qui est faite entre les 2, alors qu'à mon sens et on en reparlera après sur mon sujet de recherche, dans les personnes que j'ai interrogées, on a des personnes, la plupart du temps extrêmement fidèles. Fidèles à quoi? Au projet conjugal, parce que je pense que le couple, c'est ça, ça reste le projet, mais on y reviendra. Mais c'est des gens absolument pas, exclusifs. Et j'ai eu des témoignages vraiment passionnants là-dessus et très originaux, des petites anecdotes que je pourrais raconter tout à l'heure, mais sur des gens qui n'étaient absolument pas, voilà, exclusifs, mais qui étaient fidèles à leur serment. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas au projet conjugal. Bon, on va clore, hein, là-dessus. De toute façon, on le sait aussi, hein, que, si on remonte au début du XXe siècle, les femmes se plaignaient d'un devoir conjugal trop, insistant et tant que les bordels existaient en France, on sait aussi que, bon, les hommes allaient, régulièrement au bordel. Donc l'exclusivité était exclusive pour les femmes la plupart du temps, n'est-ce pas? Et donc pour le contrôle des naissances, comme on disait. C'est ça, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. La passion se vivait en dehors du couple. Ça marche. Avec des travailleuses du sexe la plupart du temps, mais c'était pas au sein du couple qu'on vivait la passion. Alors qu'aujourd'hui, on considère que ça doit être dans le couple que cette passion doit se vivre et donc il y a des attentes qui se créent qui sont pas forcément toujours faciles à tenir. Et donc, comment toi tu pars à la recherche finalement de ces personnes qui vont être à l'objet de ton étude en fait? Comment ça s'est passé pour toi? Alors en Comment fait, tu les trouves?
On a, ma directrice de thèse Chiara Piazzesi, et Martin Blay, donc 2 professeurs de sociologues de formation, qui sont à l'UQAM. Chiara Piazzesi au département de sexologie, Martin Blay sur la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre. On lançait une grande étude au Canada, l'étude MACLIC. Je vais le faire en français parce que c'est un acronyme anglais, même si on est au Québec. Donc pour cartographier les idéaux intimes et amoureux, au Canada. Donc une grande enquête pour comprendre quels sont les idéaux amoureux intimes des Canadiens et Canadiennes. En tout cas des Et gens qui est-ce que c'est résident. pour ça que tu es parti au Canada, toi? Oui et non. Moi je suis arrivé, l'étude s'est lancée, 2 ans, 3 ans après mon Mmh. arrivée. Parce que j'ai fait une première recherche, en France, sur les bisexualités, je le dis au pluriel, c'est important pour moi, sur les bisexualités, et mon directeur de recherche à ce moment-là m'a dit: «Oh, si vous voulez partir sur les questions de sexualité, vous devriez aller voir au Canada, parce qu'il dit en France, on vous prendra pas au sérieux. On vous citera parce que, c'est un peu exotique, sociologie, sexualité, ha ha ha, c'est très drôle. On vous lira parce qu'il dit ça permet d'être voyeur, sous couvert, d'académisme, mais on vous prendra jamais au sérieux. Alors ça a changé un petit peu entre-temps, du moment où je suis parti, parce que je suis arrivé en janvier 2019 au Québec. On a des études qui commencent à sortir. Je pense notamment à l'étude de Marie Bergström, à l'INED, sur la sexualité des jeunes. Il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui commencent à travailler là-dessus, mais ça prend du temps. Donc il m'a dit: «Vous devriez essayer le Québec. Il y a un département de sexologie à l'UQAM, allez voir là», et donc j'ai contacté Martin Blay à l'époque, qui m'a renvoyé vers Chiara Piazzesi et donc qui est devenue ma directrice de recherche. Et donc ces 2 chercheurs ont eu des financements heu, d'un financement fédéral pour étudier justement les idéaux amoureux et intimes des gens au Canada. Et donc on a eu 4 000 personnes, alors, 4 007 exactement, personnes répondantes et réponses valides, de personnes on a fait tourner le questionnaire. C'est une étude statistique, on l'a fait tourner autour de nous. On a fait des pubs sur les réseaux sociaux et cetera pour avoir une étude aussi représentative que possible de la population canadienne. On n'est pas loin du représentatif, même si il y a voilà, certaines personnes, certaines catégories de la population qu'on a eu un peu plus de mal à atteindre. Et dans ce questionnaire-là, c'était moi qui m'occupais des questions sur les relations plurielles, qu'on appelle, souvent, il y a plein de termes, mais les relations non monogames éthiques. Je suis pas fan du terme monogame ou non monogame, mais bref, moi je parle plutôt de relations plurielles. Et donc voilà, pour demander: «Est-ce que vous êtes dans une configuration plurielle ou une autre?» Alors on en avait identifié 3, ce qu'on a appelé les configurations polyamoureuses, donc toutes les formes de polyamour, donc la possibilité, pour les personnes impliquées dans une relation de vivre de manière transparente et parallèle des relations amoureuses et ou sexuelles avec, plus d'une personne. Donc ça comprend l'anarchie relationnelle, ça comprend le polyamour hiérarchique, ça comprend les solopolies et cetera et cetera. Les configurations, libertines, donc les sexualités de groupe et tous ses dérivés, le côte-à-côtisme, le candolisme et cetera. Donc généralement des sexualités de groupe. Et puis les configurations de type couple ouvert ou couple libre. Alors la définition, à chaque fois, que ce soit pour les 2 premières configurations, mais aussi pour le couple libre varie. Généralement, on garde comme définition 2 personnes engagées dans une relation amoureuse, mais qui se laissent la possibilité d'avoir des relations sexuelles extraconjugales. Voilà. En gros, c'est ça, même s'il y a des variations. Donc moi, j'avais fait ces questions-là et donc sur les 4 007 répondants, on a eu 331 personnes, donc à peu près 8 de notre panel, qui, étaient dans cette forme une forme ou une autre de configuration non exclusive. Et donc, bah, je les ai contactés par courriel pour les personnes qui avaient, donné leur accord pour être recontactées. J'ai contacté en disant: «Bah, voilà, je fais ma thèse de doctorat sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous intéresse de participer?» Et donc moi, j'ai interrogé 20 personnes âgées entre 27 et 51 ans. J'ai contacté des personnes plus jeunes, mais elles ne m'ont pas répondu. La plus jeune dans le panel avait 18 ans, hein, parce qu'il faut aller être majeur
remplir Pour cette y étude. répondre. D'accord. Voilà. Et la personne la plus âgée, je crois, avait 70 ans, mais elle m'a pas répondu. Donc voilà, mais ça change pas grand-chose à Donc mes, sur les 331, il t'en est resté combien? mais j'en ai interrogé 20. Bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails, méthodologiques, à ce moment-là, mais j'ai essayé d'interroger autant d'hommes cisgenres que de femmes cisgenres, que de personnes queer. J'ai fait une division par classe d'âge, donc 18, à la base 18-25 ans, 26-35 ans et cetera. Et j'ai essayé d'interroger autant de personnes, heu, bisexuelles que pansexuelles, qu'hétérosexuelles et cetera. Alors là, par catégorie, d'orientation intime, hem, comme d'ailleurs, mais je pourrais en parler aussi après, heu, par configuration, c'était en fait, ça a pas été si, pertinent que ça parce que, il y a souvent une différence entre ce que les personnes vont nous déclarer au moment du questionnaire et dans des entretiens, semi-directifs, donc qualitatifs, souvent il y a une différence. Je peux prendre un exemple qui sera plus parlant. J'ai une femme, cisgenre qui se déclarait hétérosexuelle et qui, avec son mari, ont des moments de sexualité de groupe et elle me dit: J'aime les hommes amoureusement, mais sexuellement, quand on fait de la sexualité à plusieurs, j'ai aucun problème à avoir de la sexualité avec une femme» et elle me disait: «J'y prends pas particulièrement de plaisir, mais elle dit: "C'est quand même le fun de faire jouer une femme"». Voilà. Et à la fois, dans l'entretien, elle m'avait raconté qu'ils avaient rencontré au cours d'une soirée, alors pas libertine, mais au cours d'une soirée, ils avaient rencontré une jeune femme, c'est un couple, de quarantenaires, une jeune femme qui avait plus de 10 ans de moins qu'eux et elle avait été assez troublée. Donc elle me disait: «Comment me décrire?» Dire hétérosexuel, mais à la fois j'ai une sexualité qui va être bi, donc finalement voilà, dans le recrutement, j'ai essayé au départ de diversifier un peu les orientations, mais on se rend compte en fait que les gens ont une sexualité beaucoup plus diversifiée, qu'il en est. C'est comme sur les bisexualités, j'avais discuté avec un homme qui se disait hétérosexuel, mais dans un cadre de sexualité à plusieurs, n'avait aucun problème pour avoir de la sexualité avec un autre homme, mais il avait du mal à avoir des gestes affectifs, embrasser notamment. Il n'avait pas envie de faire de câlins à des hommes, mais il adorait ça statistiquement, cette personne-là se disait hétérosexuel, mais sexuellement, il avait, voilà, de la diversité. Et puis après, voilà, 20 entretiens, histoire d'avoir de la diversité et là, encore une fois, je rentre pas dans la tambouille, méthodologique parce que ça pourrait prendre très longtemps. En tant que sexologue, nous, on a tendance à dire qu'il y a autant de sexualité que de couples, hein, qui la composent, hein, de toute façon. Et après, au niveau définition, ça devient pointu parce que chaque personne a sa propre définition aussi. Donc, c'est pas forcément à rentrer dans tes cases. Et pour autant, donc, tu dis, il y a 3 configurations au départ, donc le libertinage, le polyamour, le couple ouvert. Déjà, je vois pas bien la différence entre le couple ouvert ou le libertinage, parce que souvent, les couples ouverts se disent eux-mêmes libertins. Pas toujours, pas toujours, en fait, je voulais, en fait, c'est là où c'est très compliqué et je vais donner 2 exemples qui seront plus parlants de personnes qui étaient en couple ouvert. Et il y avait un couple ouvert qui avait le droit d'aller voir une fois par mois ailleurs, l'autre devait pas savoir et ça devait se faire en dehors du cercle d'amis. Ça a l'air très restrictif comme ça, mais c'était leur organisation et ça fonctionnait bien comme ça. Un autre couple, constitué d'un homme et d'une femme, bisexuels tous les 2, en fait, eux, ils se faisaient des sessions Tinder ensemble dans le lit le matin. «Ah lui, il est mignon. Ah non, je préfère elle» et cetera et il y avait des moments où, l'un et l'autre, ramenaient leurs amants ou leurs amantes dans l'intimité conjugale. Les 2 se disaient couple ouvert, donc quelle est la différence? Oui, il y a des couples libertins qui vont se dire en couple ouvert ou inversement, mais la différence pour moi entre, couple ouvert et libertinage, encore une fois, les 2 peuvent être cumulatifs, mais c'est que souvent ça se fait séparément. Ça D'accord. se fait séparément, il y a pas de mélange de l'intimité, heu
Le encore une fois, libertin partage avec sa partenaire souvent ou son ou sa partenaire, alors que le couple ouvert, c'est plutôt, bah, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, là où il veut, avec des règles c éventuelles, de couple. c'est ça, parce que souvent, je pourrais dire que le libertinage est une forme d'infidélité contrôlée. Il y a partage d'une intimité, on peut voir ça peut rassurer, même si des fois c'est angoissant pour les gens de voir son ou sa partenaire avec d'autres personnes, mais le couple ouvert, des fois, il y a un peu OK, on sépare quand même nos sphères parce que pour plein de raisons, ça peut être comment dire? Une façon pour la personne concernée de se lâcher, de vivre autre chose, de vivre voilà, il y a une distinction entre sexualité ou en tout cas intimité conjugale et intimité extra-conjugale et avec des variations dans l'intimité qui est vécue dans le sens où, il y a une personne et pareil, on y reviendra après, mais il y a une personne que j'ai interrogée qui, heu, qui a eu un amant pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, et cet amant est devenu un peu trop amoureux à son goût. Un peu trop intime, donc ça l'a elle a mis fin à la relation assez rapidement quand elle a senti que son amant voulait un peu plus parce que l'intimité amoureuse se vivait avec son conjoint et pas avec un amant. Donc voilà, mais et comme je disais, je vais y revenir après, c'est un des résultats de mon étude. On se rend compte que les intimités plurielles ont tendance à s'hybrider avec le temps. C'est-à-dire que ça reste pas aussi marqué qu'on pense. Moi, je m'attendais à ce que les gens, une fois trouvé leur mode de relation, y restent et cetera et en fait pas du tout. On voit des couples ouverts qui passent au libertinage, des couples libertins qui glissent vers le polyamour, voire aussi des relations non exclusives qui reviennent à l'exclusivité. D'accord. C'est absolument pas linéaire, ou en tout cas, c'est très, très rare, d'avoir des gens: «Oui, je suis polyamoureux, je reste polyamoureux toute ma vie» ou «Je suis exclusif, je reste exclusif toute ma vie». Mais c'est fait d'aller-retour, pas permanent, mais en tout cas qui interviennent à différents moments de la vie. Et sur les 20 personnes de ton étude, elles sont toutes en couple? Alors certaines ne le sont plus, parce qu'il y a eu un an entre le moment, la passation du questionnaire et le moment où je les ai interrogées, qui a valu une bonne réflexion dans ma thèse parce que de dire au début, je dis: «Ah c'est vrai que c'était il y a un an, mais bon, voilà, je suis une thèse covid, hein, donc il y a eu, voilà, ça a été Des compliqué et puis circonstances voilà, atténuantes. le doctorat est une période, stressante et très occupée. Donc j'ai pas pu les interroger avant un an et et donc il y a eu des changements, des personnes qui au moment de la passation du questionnaire étaient en relation et puis un an après étaient séparées. Voire mais c'était très intéressant, des personnes qui étaient non exclusives au moment de la passation du questionnaire et qui n'étaient plus exclusives au moment des entretiens. Mais justement, ça a été super pertinent et de voir, voilà, donc la plupart, oui, étaient en couple ou d'autres, bah, j'ai eu une personne, il m'avait touché, ce garçon-là, il venait de se séparer 3 semaines avant l'entretien, donc il était en pleine réflexion, notamment sur son non-exclusivité, au moment voilà, donc il y a des personnes qui étaient en couple, d'autres qui ne l'étaient plus et puis après il y a les personnes polyamoureuses qui avaient plusieurs relations en même temps, donc là c'était autre chose encore. Justement, ce serait ma question là, en fait. Donc j'entends couple ouvert, j'entends libertin et libertin, j'entends aussi le mot couple. Moi, dans la notion de polyamour, il y a pas forcément le mot de couple puisqu'on n'est pas forcément 2. On se retrouve à vraiment à plusieurs dans cette, configuration-là. Est-ce que pourtant tu as des couples polyamoureux? Oui, bien sûr. Alors, mais ça dépend quelle définition on donne du couple, qui est pas facile, hein. On en a parlé un petit peu avant, c'est pas forcément simple. C'est quoi le couple? Est-ce que c'est la sexualité? On rend compte qu'il y a des personnes qui sont en relation depuis des années qui n'ont plus de sexualité pour plein de raisons, soit parce que, plus envie, soit parce que voilà. Donc est-ce que c'est la sexualité? Pas forcément. Est-ce que c'est l'amour? Ben, on a des couples par habitude qui sont ensemble depuis des années Qui et qui s'aiment sont plus? ils s'aiment plus, mais ils vivent Mmh. ensemble parce que le «qu'en dira-t-on», parce que les enfants, parce que la maison, parce que plein de choses. Donc est-ce que c'est l'amour? Bah, pas forcément. Donc c'est quoi le couple? Dans la définition qu'on en a, on imagine 2 personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le couple, après cette étude, je dirais que c'est le projet. Et ça, c'est une personne polyamoureuse qui m'a mis sur la voie, qui m'a dit: «Pour moi, elle m'a dit: «C'est le projet», projet qui peut être de se fréquenter,
et de passer un moment privilégié avec une personne. Projet qui peut être matériel, acheter une maison, acheter une voiture, faire des enfants, donc voilà, c'est gros projet. Mais c'est voilà, c'est un projet. C'est sur quoi on se met d'accord, dans la relation. Hem Donc c'est une relation sociale, hein, le couple, Oui, hein, souvent je fais le parallèle avec l'amitié. L'amitié, je dis: «Mais on se pose pas la question pour l'amitié de mais on se met d'accord sur des valeurs communes, mais l'amitié a un côté un peu plus flexible que l'amour où tout de suite et c'est pour plein de raisons, c'est totalement compréhensible, mais les l'amour, on se met un peu en mode pilote automatique. Il y a un ensemble de scripts, hein, je le fameux, concept de Gagnon et Simon, des scripts sexuels qui est super pertinent, mais qui s'applique aussi très bien à l'amour, hein. Il y a quand on se met en relation, il y a des scripts qui se déroulent et donc moi, voilà, pour moi, le couple, c'est une relation privilégiée avec une ou plusieurs personnes. Voilà. Après, les personnes polyamoureuses sont très fortes pour ça. Il y a une réflexion très intéressante sur, plein de configurations différentes. Ça peut être des relations parallèles et absolument pas entremêlées. Ça peut être, c'est pour ça qu'il y a le concept de métamour. Donc, voilà, je suis en couple avec 2 personnes différentes. Ces 2 personnes sont des métamours. Alors, partagent la même relation avec moi, je suis le dénominateur commun, mais ça ne veut pas dire que les métamours ont des relations sexuelles entre elles. Des fois, oui, ça arrive, des fois non. Ça ne veut pas dire qu'elles sont amies. Des fois, elles connaissent l'existence de l'autre personne, mais il y a absolument pas de lien relationnel. Et des fois, les métamours deviennent extrêmement proches. Donc oui, oui, il y a des personnes polyamoureuses en couple qui ont une relation privilégiée, engagée, avec un projet derrière, avec d'autres personnes. Et puis il y a aussi les comment dire? Les solos poly où les personnes disent: «Non, je ne veux pas être en couple», souvent entendu au sens classique du terme, hem, voilà, comme la définition la plus couramment partagée. «Je ne veux pas être en couple avec des personnes, mais ça ne veut pas dire que je suis seul». Et d'ailleurs, dans le questionnaire Maclick, on avait mis une question à un moment, «Êtes-vous célibataire?» et moi j'ai dit: «Attention, les personnes peuvent être célibataires et ne voir personne, mais les personnes peuvent être célibataires et fréquenter des personnes». Soit que les personnes disent: «C'est pas sérieux». Alors le terme «sérieux» dans les relations intimes, moi, m'énerve particulièrement, parce que ça veut dire quoi? Stéphane Rose dans son excellent ouvrage «En finir avec le couple», le dit d'ailleurs, fait un petit passage sur le côté sérieux. Il dit: «Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire». Mais voilà, donc les gens vont se dire: «Je suis en relation avec une ou plusieurs personnes, mais bon, je m'amuse donc c'est pas du couple». Mais des personnes peuvent dire: «Voilà, je suis pas engagé en tant que couple avec d'autres personnes, mais je suis célibataire, mais je vois d'autres personnes quand même et voilà, j'ai de l'affection pour elles, mais on n'est pas en couple». Voilà. Toi donc c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, à mes étudiantes. Je leur dis: «Attention, quand vous commencez un sujet, définissez toujours les termes». Ils oui. peuvent paraître évidents, mais en fait, ça ne l'est pas. La bisexualité, c'est pareil, mais c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on voit les enjeux. Donc oui, oui, le couple, en tout cas une relation engagée à long terme et privilégiée avec une personne, oui, ça concerne évidemment les personnes polyamoureuses. D'accord, parce que moi, quand j'imagine polyamour, j'imagine des personnes qui vivent plusieurs couples à la fois et donc Oui. plusieurs relations à la fois, des fois nombreuses aussi, hein. On peut être J'en ai croisé un, je crois, il avait 4 à 5 polyamoureux en Mmh. même temps, étalés sur plusieurs années, hein, de couple. On a les sta alors il y a très, très peu. Ça, faut savoir que les études statistiques sur, les non-monogamies éthiques, il y en a très peu. J'en ai trouvé en étude 4, 2 aux Éta alors il y en a sûrement plus en Europe, mais j'en ai trouvé 2 aux États-Unis et 2 au Canada, mais qui avaient des résultats assez similaires. En fait, et c'est ça aussi, parce que pour des cliniciens et cliniciennes, c'est souvent une question qu'on me pose. Moi, je fais pas de la clinique, mais les gens me confondent, pensent qu'on confond des fois psychologie et sociologie. Donc on me pose la question: «Est-ce que je suis tout seul dans ce ou toute seule dans ce genre de situation?» Et les 4 études statistiques que j'ai trouvées, montraient qu'une personne sur 5 aux États-Unis et au Canada, avaient été au moins une fois dans leur vie dans une configuration non monogame, éthique.
Ce qui est énorme. Une personne sur 5, vous connaissez plusieurs millions de personnes, donc D'accord. c'est pas secondaire et en tout cas, c'est pas marginal, et les actuellement, au moment de la passation des questionnaires pour ces études-là, il y avait 5 de la population, canadienne et états-unienne qui étaient dans une configuration non monogame. Donc c'est pas si, inhabituel que ça. Mais Après, on c'est une personne sur 5 là que tu cites, on n'est pas sur quelque chose qui est forcément, au vu et au su de leurs propres compagnons parfois. Contrairement à toi, ton étude qui est centrée sur quelque chose dans l'ordre de la transparence, si j'ai bien Alors, compris. si, justement, c'est pour ça que je disais non-monogamie éthique, parce que c'est le terme consacré, académiquement, on fait une distinction entre les non-monogamies éthiques, donc où les personnes engagées sont au courant, savent qu'elles ont, que leur partenaire peut, être en relation de quelque sorte, que ce soit avec d'autres personnes, et les non-monogamies non éthiques qui sont, généralement l'infidélité et la polygamie, la polyandrie et cetera. Où, ça repose, ces systèmes-là sur la loi. Donc une inégalité, des fois c'est culturel et cetera. Ça reste minoritaire, hein, dans le monde, mais voilà, donc ça, c'est des non-monogamies non éthiques. Donc une Heu, sur 5, tu me disais, c'est 1 sur 5 en éthique? non-monogamie éthique, oui. Ah! Oui, donc là, le chiffre me surprend beaucoup plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, mais, encore une fois, je vais prendre l'exemple des bisexualités parce qu'il est très parlant. Dans un questionnaire, on va demander «Êtes-vous bisexuel?» On va avoir, c'est variable selon les questionnaires, entre 5 et 15 des gens qui vont se déclarer, heu, bisexuels. Par contre, si on s'intéresse aux pratiques, là, on peut monter à beaucoup plus. Il y a une étude il y a quelques années en France sur, les personnes qui se disent bisexuelles en France. Ils ont interrogé des personnes gays et lesbiennes et ils montaient à plus de 20 des gays et des lesbiennes qui avaient régulièrement des relations, des lesbiennes avec des hommes, des gays avec des femmes et qui en avaient besoin régulièrement. Mais qui se disaient, voilà, gays ou lesbiennes, Mais c'est pour sur un plein. continuum glissant, on le sait, de toute façon, Voilà. c'est pas fixé, c'est pas Absolument, et donc c'est pareil pour les non-monogamies, éthiques. Il y a des gens qui vont se déclarer, ils vont déclarer ça comme une identité, quelque chose de durable, donc là c'est un noyau dur et cetera, et puis il y a le continuum, c'est-à-dire que des personnes qui vont, avoir, quelques moments ponctuels de sexualité de groupe, par exemple avec, leur compagnon ou leur compagne de l'époque. Ils vont s'ils replacent ça sur l'ensemble de leur vie, ils vont dire: «Ah bah, j'ai été plus monogame, donc je vais dire monogame», par exemple, il peut y avoir des variations, donc c'est, voilà, il y a des c'est aussi pour ça, c'est très flagrant, dans le libertinage où il y a des couples qui vont réserver certaines pratiques à leur intimité conjugale. Je pense par exemple à la sodomie. Il y a des couples, j'en avais rencontré un une fois de manière informelle, qui n'embrassaient pas hors de leur couple. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le champ du libertinage? Qu'est-ce qu'on va Tout ça est très compliqué. C'est pour ça que quand on dit couple, c'est normal, hein, c'est par automatisme, on va penser à un couple de 2 personnes, exclusives et cetera. Mais en fait, les définitions peuvent être beaucoup plus mouvantes qu'on ne pense, et beaucoup plus variables. Donc c'est pour ça, dire couple, c'est une chose. Moi, vraiment, quand je discute de manière informelle avec des gens qui m'interrogent sur mon sujet, j'essaye de les amener à leur dire: «Mais», comme avec mes étudiants, je leur dis: «Mais c'est quoi un couple?» aux gens, et là, les gens tout de suite sont un peu: «Ah, c'est vrai que je me suis pas posé la question», et de ramener sur l'essentiel, de dire: «Mais en fait, c'est le projet, c'est ce sur quoi vous vous engagez à». Il m'est arrivé dans des soirées informelles, enfin, dans des soirées, avoir des discussions informelles avec des gens en mode: «Il m'a trompé, elle m'a trompé». D'accord, re re est-ce que, ton compagnon, ta compagne est toujours présent? Est-ce qu'elle t'aime? Est-ce que, ce sur quoi vous êtes engagés est toujours valable? Oui. Bon, bah, OK, bah, elle a couché avec quelqu'un d'autre. Est-ce si grave que ça? Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, attention, je suis pas là pour faire de la morale, mais et là, des fois, les gens: «Ah ouais, c'est vrai que, voilà». Puis des fois, ça peut être aussi, j'avais rencontré de cette manière-là un couple très intéressant. Leur couple allait pas bien, vraiment pas bien.
Et puis ils se sont dit: «Bon», ils étaient, dans la vingtaine. Ils se sont dit: «Bon, OK, maintenant, couple libre, on a le droit d'aller voir ailleurs». Drôle, c'est qu'aucun des 2 n'a été voir ailleurs. Mais le simple fait de savoir De qu'ils se pouvaient le l'autoriser. faire, Mmh. ça a relancé leur couple de manière fantastique, Mmh mh. et ça faisait 2 ans que je les ai rencontrés, qu'ils étaient en couple ouvert, mais qu'ils n'avaient pas été voir ailleurs. Et je disais: «Mais vous êtes toujours?» «Oui, oui, oui, mais voilà, ça a enlevé un poids et ça les a beaucoup, beaucoup rassurés. Donc il y a cette phrase, cette fameuse phrase de La Rochefoucauld qui dit, «Il y a des personnes qui ne seraient jamais tombées amoureuses si on ne leur avait pas parlé d'amour». C'est pareil sur, à peu près tout dans l'intimité, la sexualité, la conjugalité. Des fois, juste de dire: «Hey, vous pouvez le faire, c'est OK», ça ça enlève un poids aux gens. Et dans mon panel, dans mon échantillon pour ma thèse, il y avait, j'ai interrogé un homme bisexuel, marié avec plusieurs enfants et qui invitait d'autres hommes dans l'intimité de son couple, parce que ça lui permettait de vivre, sa bisexualité et à la fois sa femme en était très satisfaite. Mais ils l'ont fait très régulièrement, mais il m'a dit à un moment: «Mais est-ce que je suis tout seul?» Donc il y a quand même cette recherche de voilà, est-ce que je suis tout seul à faire ça? Alors qu'il le sait, il rencontre beaucoup de monde, donc c'est très surprenant, mais juste dire: «Oui, oui, il y a d'autres personnes, tu es pas tout seul». Ça enlève un poids à ces personnes. Donc voilà un peu, je suis parti loin, mais voilà, il y a pour montrer un peu la complexité et la densité, de ce sujet-là. C'est pour ça que j'encourage les les cliniciens et cliniciennes à vraiment s'adapter à chaque patient, patiente. Pareil et c'est pas un absolu et c'est ce que je dis aussi, dans ma thèse. Je suis pas là pour défendre un modèle relationnel plutôt qu'un autre. Ce qui me dérange, c'est qu'on valorise qu'un modèle relationnel. Il y a un auteur dont je recommande la lecture, alors son ouvrage n'est qu'en anglais, c'est, Jorge Ferrer, F-E-2-R-E-R, qui a écrit Love and Freedom, où il a fait une recherche bibliographique assez incroyable sur les non-monogamies éthiques. Alors lui, il nomme polyamour toutes ces, relations plurielles, voilà, c'est un choix, académique, mais voilà. Hem Où il va, il montre en fait, il parle des monopoly wars, donc des guerres monopoly, où il parle d'un côté de polypride, de monophobia et de l'autre côté de monopride versus polyphobia et il montre en fait que, heu, qu'on soit exclusif, monogame ou qu'on soit non exclusif, polyamoureux, en fait, il montre que la justification intellectuelle est la même pour les monos et les polys. Donc ça va être mobiliser l'histoire, la biologie, la psychologie pour montrer en quoi, d'un côté, la monogamie, c'est la norme et que le polyamour, c'est pas normal, mais les autres font la même chose de l'autre côté. Et lui, à la fin, parle de novogamie. Alors bon, le terme est ce qu'il est, mais pour montrer qu'en fait, beh, la pluralité des relations humaines, des formes d'intimité et cetera. Dans notre étude, on en a eu, j'en ai eu et ma directrice de thèse en a eu aussi, des personnes on a eu 2 ex-polyamoureuses. Une qui disait: «C'est un mode relationnel auquel je crois, mais avec les enfants, avec le quotidien, j'ai pas le temps». Et on a eu une ex-polyamoureuse qui disait, «Bah, maintenant je suis dans une relation exclusive et ça m'embêterait que mon conjoint, ait d'autres relations amoureuses, à côté». Alors qu'elle a été polyamoureuse. C'est très surprenant, mais c'est pour montrer le côté évolutif. Et donc voilà, c'est variable pour chaque relation. On a eu une personne qui à 60 ans a découvert qu'elle était polyamoureuse. Voilà, Là, et tu viens de d'autres justifier le autant de couples que de sexualité, enfin, autant de sexualité que de couples, en fait, c'est ça? c'est ça, C'est-à-dire de et qu'avec un d'individus. individu, on peut être, quelque chose et avec un autre, devenir autre chose aussi. Il y a de l'évolution. Oui, et même autant de sexualité que d'individus, autant de sexualité que de couples, mais autant de sexualité que d'individus. Des personnes, j'avais discuté avec une infirmière un jour, dont la famille, venant voir, leur grand-père à la maison de retraite, avait été choquée parce qu'ils avaient trouvé un plug anal dans l'armoire à pharmacie du monsieur. Et ils avaient dit: «Mais il a toujours été hétérosexuel». Alors on leur a dit: «Non, déjà ça n'a rien à voir, le plaisir anal et l'homosexualité». Mais il y a des personnes qui se découvrent une forme de sexualité, il y a
voilà, j'écoutais un témoignage une fois d'un couple qui était, bah, de 2 personnes qui avaient été dans des couples monogames et très satisfaits jusqu'à leurs 40 ans et puis à 40 ans, séparation, et cetera et ils étaient, ces 2 personnes-là, ces 2 personnes interrogées étaient maintenant dans une relation BDSM. Alors qu'ils disaient: On nous aurait demandé 10 ans avant», ils auraient fait: «Mais non, BDSM pas notre truc». Donc ça varie, ça évolue et c'est bien normal. Donc au niveau de l'évolution justement, dans ta thèse, tu as dû, parler d'étapes de vie finalement où peut-être, la non-exclusivité était plus questionnée que, En fait, c'est un autre de mes résultats, et c'est aussi un peu le fil rouge de beaucoup de recherches que j'ai faites. Alors j'ai fait une recherche sur les bisexualités, une sur les cours d'éducation à la sexualité, et une sur, les applications de rencontres et en fait, le moment de vie est, central dans la compréhension des formes relationnelles et intimes. C'est-à-dire, en fait, je m'attendais au début de mon étude à avoir des personnes une approche très identitaire, on va dire, de leur orientation relationnelle. Par comme une orientation re revendication interne en fait, c'est ça? c'est ça. Mmh. Quand je dis identitaire, et alors orientation relationnelle, c'est comme orientation sexuelle, mais pour Mmh. l'orientation, voilà, polyamoureux, libertin ou autre et identitaire, c'est voilà, c'est quelque chose de revendiqué et que les personnes en font un élément central, voilà, de leur personne. Et donc je m'attendais à avoir, voilà, des personnes, je suis libertin, donc ça veut dire je suis pas polyamoureux et je voilà, et puis polyamoureux, je suis polyamoureux ou polyamoureuse et je voilà, je me revendique comme ça. Et en fait, pas tant que ça, mais comme pour les bisexualités, en fait, des personnes qui se revendiquaient bisexuelles et qu'on faisait un élément central de leur identité, j'en ai pas eu tant que ça. Mais c'était quelque chose, encore une fois, de plus, mouvant, de plus fluctuant et de très circonstanciel. Et le moment de vie, que ce soit dans les bisexualités, mais aussi dans les relations, plurielles, explique beaucoup. Le passage, le maintien ou le fait de quitter ce mode relationnel-là. En fait, on se rend compte que les adolescents et les adolescentes sont très conservateurs dans leur mode relationnel. Alors, en fait, ça surprend les gens. Les gens disent: «Mais les jeunes sont beaucoup plus ouverts et cetera». Oui, ils sont très ouverts pour les autres, mais pas pour eux-mêmes ou elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, c'est le couple exclusif, traditionnel, engagé à long terme qui est privilégié. Je renvoie à l'excellente étude de la sociologue Isabelle Claire qui s'appelle «Les choses sérieuses» où elle a étudié pendant plusieurs années, l'amour chez des ados de milieux aisés, de milieux populaires, de milieux urbains et de milieux ruraux et aussi de banlieues. Et en fait, elle montre que quel que soit le milieu, c'est vraiment le couple exclusif et à long terme qui, voilà et la jalousie est un script souvent mobilisé, dans les relations. Donc moi, dans les personnes que j'ai interrogées, le polyamour, les amours pluriels ne sont absolument pas envisagés à l'adolescence. C'est, voilà, tout le monde m'a dit: «On savait pas que ça existait». Même les personnes de 27 ans disaient: «Ah ben oui, à l'époque», tu fais: «Oui, c'était il y a 10 ans, c'était pas non plus il y a un siècle, mais bon, admettons». Donc voilà, donc c'est le couple exclusif qui est envisagé. Les sexualités à plusieurs peuvent être envisagées, mais c'est souvent sous l'angle de la blague. J'ai eu une personne, je crois, qui a fait un premier plan à 3 à 17 ans. Avec un couple d'amis à lui mais ça, justement, le couple s'est un peu divisé sur le sujet, mais lui, voilà, il dit: «On a eu l'opportunité, on l'a fait et c'était très bien». Mais c'est voilà, c'est rarissime. Par contre, arrivé à l'université, pour les personnes qui ont la chance d'y aller ou donc à partir le système québécois est un peu différent. Ils finissent l'équivalent du lycée pour nous, le secondaire, donc ça s'appelle ici à 16-17 ans et ensuite ils rentrent au cégep. Dans les films américains, c'est les college. Donc c'est un peu comme le lycée, mais un peu plus libre qu'en France, donc voilà, c'est un peu plus vaste. Hem, à ce moment-là, souvent, c'est dans des villes un peu plus grandes et cetera et donc les gens sont confrontés à d'autres modèles, relationnels, intimes et cetera. C'est souvent à cet âge-là que les gens m'ont déclaré vivre leur première expérience bisexuelle. Voilà, il y a aussi et ça c'est une blague que je faisais à mes étudiantes en France, c'est leur dire: «Bah, bienvenue à l'université. Si vous êtes en couple, je suis désolé, majoritairement vous serez célibataire à la fin de l'année». Donc ils me regardaient en mode: «Mais qu'est-ce qu'il nous dit?»
Pourquoi? Bah, parce que anonymat des grandes villes, d'autres modèles relationnels et cetera et donc les couples formés au lycée avaient tendance Se à font et se se défont. voilà, c'est ça. Puis il y a aussi, bah, il y a à titre pour rester en cette anecdote-là, quand je dis ça à mes étudiantes, qui bon, ils étaient un peu: «Oh non, c'est pas possible» et à la fin de l'année, il y a une étudiante qui est venue me voir en me disant: «Bah, quand vous avez dit ça, moi j'y croyais pas trop parce que j'étais en couple avec mon copain et on venait de prendre un appartement ensemble» et je dis: «Et maintenant?» et elle dit: «Bah, je crois que je suis en couple avec une fille». Alors qu'elle était hétérosexuelle avant, mais parce que voilà, il y a des infidélités qui se font à ce moment-là, il y a les femmes souvent vont découvrir la vie à 2 et donc des garçons qui sont pas très portés sur les tâches ménagères, donc elles en ont vite marre et donc elles mettent fin à la relation et elles découvrent autre chose. Donc c'est à cet âge-là que, voilà, les personnes Il y vont a plus découvrir d'exploration, on va dire. voilà, couple libre, libertinage, ça peut arriver même si c'est pas dit comme ça, c'est un peu plus spontané mais voilà. Donc la vingtaine est une phase pas forcément d'expérimentation, hein, ça peut être, voilà, quelque chose de revendiqué et tout, mais voilà, ça peut être aussi, j'ai vu une personne qui était dans un il y a eu au Québec en 2014 ce qu'ils ont appelé le printemps érable, des grandes manifestations étudiantes et cetera et elle me disait: «Bah, avec mes amis, on discutait vachement d'autres choses, du patriarcat, du féminisme» et par féminisme et par militantisme, elles ont dit: «On ouvre notre couple», voilà, donc elles ont ouvert leur couple et justement, ça me permet la transition avec la fin de la vingtaine, et le début de la trentaine. Il y a un retour à l'exclusivité amoureuse et sexuelle à cet âge-là. Avec la Pourquoi? parentalité. Exactement et cette personne-là, justement, pour continuer cette anecdote, je dis: «Et 10 ans après, qui est encore en couple ouvert?» Puis elle réfléchit, elle me dit: «Ah bah, juste moi». Je lui dis: «Pourquoi?» Elle dit: «Ah bah, non, cherche pas, elles ont toutes fait des enfants» et c'était la seule de son groupe d'amis à ne pas avoir fait d'enfants. Donc même pour des personnes dont la non-monogamie, était une identité, était quelque chose de revendiqué et ben, il y a un retour quand même à l'exclusivité. J'ai eu une personne qui a 51 ans aujourd'hui, qui a 18 ans était dans une communauté hippie, donc polyamour, donc ça remonte, hein, c'était pas hier, mais qui, voilà, communauté hippie, qui était travailleur du sexe, qui était polyamoureux et cetera. Oui, mais il rêvait de fonder une famille. Donc de la fin de la vingtaine jusqu'au début de la quarantaine, il a été en couple exclusif. Alors officiellement, c'est un couple ouvert, mais il me disait tellement restrictif qu'en fait, voilà, dans les faits, c'était un couple fermé. Et donc voilà, donc les gens reviennent à l'exclusivité, mais parce que la parentalité. Mais la parentalité peut être également un facteur Mmh. accélérant le passage à une non-exclusivité. C'est le fameux baby clash, n'est-ce pas? Le fameux baby clash. Il se trouve que, la première année où je suis arrivé, au Québec, j'ai travaillé dans un club libertin montréalais et à l'accueil du club, je voyais très souvent des parents d'enfants âgés de 2, 3, 4 ans, 5 ans qui venaient dans ce genre d'endroit pour la première fois. Donc il faut que le Alors club libertin s'adapte et mette une crèche, en fait, à l'entrée du club. ou alors là, ce serait un peu trop, il y aurait une déjà les clubs libertins, peuvent, susciter des levées de boucliers assez, mais voilà, mais pour avoir discuté avec des couples qui disaient des fois: «Quelle heure il est?» 23:00. «Ah, faut qu'on se dépêche parce qu'on a la baby-sitter jusqu'à minuit. Donc voilà, mais oui, mais pourquoi? Parce que alors j'ai eu une personne comme ça dans mon étude, très romantique, très qui rêvait de grand amour et cetera et elle l'a trouvé au tout début de la vingtaine, personne qui est devenue son mari, ils ont fait 2 enfants, elle dit: «J'ai absolument rien à lui reprocher, il est incroyable». Mais elle me disait, «Bah, j'ai pas d'enjeu, si je veux de la sexualité avec lui, il est dans la cuisine, j'y vais, c'est bon». Et elle dit: «J'avais besoin de désirer et d'être désirée» et aussi, ça c'est beaucoup les femmes, ont mis ça en avant, elle me disait, une fois devenue mère et ben, j'étais plus considérée que comme une mère. Mmh mh. Or, j'en ai une qui m'a dit cash comme ça: «Je suis aussi une salope. Je suis une amante, je suis voilà, je suis une Le amie, je suis» syndrome de la madone et de la putain que l'on connaît bien, nous, sexologues. voilà, c'est ça et donc
Comment faire pour, et donc elle a dit il se trouve qu'elle a commencé à échanger avec un autre homme et il y avait du désir qui montait, donc elle a dit à son mari: «Écoute, je veux qu'on ouvre notre couple parce que, je voilà, j'ai rien à te reprocher, mais» ça, c'est un enjeu aussi, parce que, on voit des hommes qui, en fait, au niveau des interactions genrées avec, justement les non-monogamies, c'est pas aussi simple que, les hommes proposent: «Allez tiens, allons au club libertin, ouvrons notre couple». C'est pas forcément une demande masculine et des femmes qui sont, qui se laissent un peu porter. Non. En fait, on se rend compte que c'est des femmes qui agissent. Quitte à fragiliser le couple, ça arrive, mais elles agissent. Et les hommes sont un peu plus circonspects, sont un peu plus, «Oui, j'ai envie, pourquoi pas, mais j'ose pas trop», des hommes qui n'assument pas forcément leur désir de pluralité. On le voit pour le libertinage notamment, des hommes qui disent: «J'aime ça, mais je peux pas le proposer à ma compagne», ou qui ont eu des périodes comme ça. Et plus jeunes, voilà, mais je vais revenir après là-dessus. Qui n'osent pas trop, qui disent: «Bah non, c'est du patriarcat, c'est de la masculinité toxique, que de proposer ça parce que la femme est un objet». Et en fait, on se rend compte notamment dans les clubs libertins qu'une fois arrivées dans le milieu, les femmes sont majoritairement très très contentes de ce mode relationnel-là. Elles sont là: «C'est super, moi j'aime bien, et j'ai envie de recommencer». Les hommes osent pas trop ça. Donc il y a un il y a c'est pas voilà, c'est pas les hommes qui sont: «Ah ouais, c'est super» et les femmes qui sont Bah, réticentes. Ça prend place à différents moments et souvent au dans le cabinet, moi, liberti j'ai vu plusieurs fois des hommes qui ont emmené leurs femmes, là-dedans, qui ont mis des années à les convaincre et qu'une fois qu'ils les ont amenées dans ce milieu-là, ils ont fini par le regretter parce que les femmes étaient devenues de plus demandeuses qu'eux au final. oui, c'est ça en fait où, comment dire? Les femmes, on le voit en fait, sont réticentes avant d'y aller, peur, c'est de la salopophobie basique, hein. Elles ont peur, enfin, c'est de la salopophobie intégrée plutôt. C'est-à-dire que voilà, «Ah bon, mais j'ai le droit, mais» et puis arrivé dans le club, les hommes se disent souvent avant: «Ouais, c'est génial, je vais pouvoir coucher avec qui je veux, et en plus ma femme sera d'accord», et arriver dans le club, il faut pouvoir bander devant d'autres personnes et quand on est à la maison seul avec sa conjointe, c'est facile de s'imaginer ça et d'être excité. Le vivre sur place, c'est autre chose. Le complexe Donc du bestiaire, comme on dit. voilà, c'est ça et donc et les femmes arrivées dans cet endroit-là, mais: «Ah ouais, je peux, oui, tu claques des doigts, tu fais: «Toi, toi, 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 tu viens, tu peux coucher avec moi». Elles sont là: «Mais c'est génial». Donc voilà, donc le la parentalité peut accélérer ça, peut, comment dire? Amener voilà vraiment c'est flagrant dans les milieux libertins de, vraiment des femmes qui arrivaient à l'accueil, qui étaient très stressées et cetera et puis on les suivait un peu quand même dans la soirée, on les laissait pas en libre, on les laissait libres évidemment de faire ce qu'ils voulaient, mais on les accompagnait dans le Mmh. club pour leur expliquer comment ça se passait et cetera et je voyais, souvent des couples, notamment des habitués avec qui ces couples-là terminaient. Les femmes découvraient et leur bisexualité, mais c'est des couples similaires, des couples avec enfants, donc elles c'était aussi c'est pour ça le titre de ma thèse entre autres, de ce désir d'altérité. Elles découvraient, une personne autre, une altérité, mais à la fois similaire, donc qui renvoyait à cette question notamment du corps et le corps des femmes change avec les grossesses, hein. Donc là, ces femmes-là tombaient sur des femmes en couple, avec des enfants qui avaient vécu la même chose. Donc cette intimité qui se construisait à ce moment-là était aussi, voilà, un désir de ce qui était autre, un désir singulier, donc de soi à soi, mais à la fois qui est autre. Voilà, donc c'était quelque chose c'était un aller-retour. C'est pas purement individualiste ou égoïste. Non, c'est un aller-retour entre soi et les autres. Les autres m'apportent quelque chose, j'apporte quelque chose aux autres, et cetera. Donc voilà et pour le polyamour, c'est pareil. J'avais interrogé une personne polyamoureuse dont le conjoint était polyamoureux et elle me disait il venait d'avoir un petit bébé, qui avait 2 mois, je crois, au moment de la passation du questionnaire
et de l'entretien, et elle me disait, «Je vais pas interdire à mon conjoint de fréquenter quelqu'un d'autre parce qu'il est polyamoureux et c'est OK. Mais elle dit: «On vient d'avoir un enfant donc bon, s'il me dit par exemple qu'il part en vacances Faut pas avec qu'il une». découche trop longtemps, en fait, c'est Voilà, ça? c'est ça. On a un enfant et puis les ressources du couple, alors oui, c'est son argent parce qu'il le gagne lui-même, mais bon, on a quand même décidé de faire un enfant donc voilà». Je vois pas le temps passer avec toi, puis il va falloir qu'on qu'on commence à s'approcher de la fin. Dans un précédent podcast, on a interviewé Aurore, Malek-Arras, que tu connais? Mmh. On a vu avec elle sur son livre «Cerveau, sexe et amour», en fait, elle parle beaucoup justement du rapport à ce qui est naturel, donc ce qu'on trouve dans la nature et ce qu'on trouve, au niveau neurobiologique, chez les humains également. Mmh. Elle parle, de certains animaux, je crois, en tout cas, une partie des oiseaux ou autres, que l'on pensait, jusque-là hyper fidèles, en couple, très exclusifs également. Mais lorsqu'on teste les petits ou lorsqu'on teste les œufs, on s'aperçoit que, le papa n'est pas toujours le papa biologique aussi. Donc est-ce qu'il y aurait pas un je sais pas, un modèle à récupérer auprès, de ces animaux-là, un modèle de vie qui permettrait, finalement, que chacun y trouve son compte? Alors moi, en tant que sociologue, je vais répondre: «Non». Parce que alors je suis pas biologiste, je suis pas neuroscientifique, je suis sociologue. Donc moi, j'étudie ce que les humains font entre eux. Tant mieux si, le lémurien, pourpre, d'Afrique du Sud, j'invente une espèce, et monogame ou non monogame, mais c'est un lémurien pourpre d'Afrique du Sud, pas un être humain. Ce qu'il y a, c'est que moi, en tant que sociologue, la nature a servi des fois de justification pour créer, les pires inégalités. Mmh. Les règles chez les femmes, les menstruations chez les femmes pour dire: «Ah bah, vous voyez, on peut pas avoir confiance, en des créatures qui saignent tous les mois et qui n'en meurent pas». Enfin voilà, je me prends un exemple volontairement un peu, direct. Donc voilà, moi je vraiment je m'intéresse à comment on interagit les uns avec les autres. Encore une fois, je suis pas là à dire: «Voilà, il y a un modèle meilleur qu'un autre», sinon ça se saurait depuis longtemps et on serait déjà passé la recette. Là, je vais peut-être partir à un niveau peut-être plus politique. Ça pose quand même la question des relations au sens large et pas que monogame, mais des relations dans une société capitaliste. La plupart des gens à qui je parle de ce sujet-là, la première réaction c'est: «Ah, mais comment ils trouvent le temps pour ça?» Bien évidemment, parce qu'on est pris dans un quotidien qui est quand même, contrôlé, contraignant et cetera et cetera. Bon, mon parcours personnel n'a aucun intérêt dans ce podcast. Néanmoins, je suis un homme de 37 ans, célibataire, je vois que les relations à mon âge, la plupart des femmes vont, dès sur les applications de rencontre, dès le deuxième ou troisième message, me demander si je veux des enfants. Parce que alors, bah, là, il y a du biologique, parce que, bah, horloge biologique et cetera, mais il y a Mmh. aussi ce social-là, parce que faire des enfants, ça coûte de l'argent, parce que c'est un projet à long terme, parce que et cetera et j'ai dit tout à l'heure, des personnes dans mon étude ont refermé leurs relations pour avoir des enfants et ce qu'on appelle la crise de la quarantaine n'est absolument pas liée à une crise biologique. C'est avant tout, un moment où les normes sociales sont questionnées, renégociées et cetera. La nudité quand on a 40 ans est beaucoup moins impressionnante que la nudité quand on a 20 ans. À 20 ans, on le voit chez les naturistes, on le voit chez les libertins aussi. C'est beaucoup plus difficile de se mettre à nu devant une personne quand on a 20 ans parce qu'on est encore dans une phase de construction de son identité, de son et cetera, qu'à 40 ans où les gens ont eu des enfants, commencent à vieillir et où le physique est moins important. Et donc, dans une société où, on est contraint et ben, on et où aussi peut être anxiogène à bien des égards, l'écologie, le chômage, la guerre, et cetera et ben, les gens vont avoir tendance à se refermer sur leur bulle, sur quelque chose de connu. Donc le couple reste quand même quelque chose, une référence pour les gens. Donc tant mieux si les animaux ont des modèles non monogames, tant mieux si d'autres sont monogames. Pour les humains, c'est autre chose. Je pense qu'il y a une infinité de possibilités de relations qui existent.
J'en ai cité quelques exemples, un couple libre qui font ça de manière séparée, un couple libre qui vont utiliser le fait d'aller sur les applications de rencontres en même temps et de comparer les profils et se donner des conseils et cetera. Bah, eux, ça comment dire? Ça a renforcé leur complicité, donc tant mieux. Ou ce couple qui se dit: «On couple ouvert et on se laisse la possibilité d'aller voir ailleurs», mais ils ne vont pas voir ailleurs et ça fonctionne bien. Voilà, ma meilleure amie est en couple depuis qu'elle a 15 ans avec le même homme, ça fait 22 ans cette année, elle est très heureuse. Donc moi, quand je lui parle de ces modèles de relations-là, je lui dis: «Je suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te dire: "Hey, il y a d'autres choses qui existent, donc si jamais Mmh. un jour vous vous questionnez et cetera, bah, sachez qu'il y a d'autres façons de faire et que vous êtes pas obligé de faire ce qu'on appelle en sociaux la monogamie en série». Donc de dire: «Bah, on met fin à la relation» et non, il y a moyen de faire d'autres choses. Je pense que les gens, c'est ça. C'est comme sur les bisexualités, j'avais fait une intervention dans une classe de seconde, donc avec des ados de 15-16 ans, une fois en France, et je parlais de bisexualité. Je vois 2 adolescentes se réveiller en fond de salle, se mettre des petits coups de coude, puis une lève la main et dit: «J'ai une amie», donc on savait que c'était j'avais compris que c'était elles 2. «J'ai une amie qui a couché avec une amie». OK? Elle me dit: «Est-ce qu'elle est bi?» Et la conclusion de mon ouvrage sera la parce que je suis en train de l'écrire, sera la réponse que je lui ai faite en disant: «Bah, oui, si ton amie aime les hommes et les femmes, elle peut dire bi. Puis si ça se trouve, elle va se rendre compte qu'elle n'aime que les femmes. Puis si ça se trouve, va se rendre compte qu'elle n'aime que cette femme et les hommes en général. Et puis si ça se trouve, elles vont vivre une relation de couple et puis elles se sépareront un moment et puis il y en a une qui reviendra aux hommes et l'autre restera sur les femmes. Et puis je dis: «C'est aussi cool de coucher avec ses amis si tout le monde est d'accord». Et là, je leur citais une émission de radio que j'écoutais quand j'étais ado où 2 femmes de 27 ans disaient: «Ben, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, on couche ensemble depuis qu'on a 17 ans, on a toutes les 2 un petit copain, ils sont au courant. Mais on a besoin de notre moment d'intimité et la sexualité fait partie de notre amitié. C'est pas une fin en soi, mais c'est une modalité relationnelle qui est possible». Donc voilà, donc il y a plein de possibilités et les gens d'ailleurs dans mon échantillon, j'ai une femme qui à 40 ans, bah, s'est rendue compte qu'elle était aussi attirée par les femmes. Donc elle a essayé d'en parler à son mari, de dire: «Est-ce qu'on pourrait pas essayer de?» Son mari, c'était hors de question, je ne peux pas, voilà. Donc ils ont fini par se séparer, mais voilà, ça aurait été tout à fait possible de vivre d'autres choses et donc voilà, je raisonne en termes de possibilités et de capacité, pour reprendre, la capacité, le concept de Martha Nussbaum. Très bon ouvrage d'ailleurs, que je conseille. Capacité, ça s'appelle, où c'est la capacité à agir. Donc voilà, le but est pas de dire telle chose est meilleure qu'une autre, mais de dire: «Est-ce qu'en choisissant un modèle relationnel», par exemple, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, est-ce que ça va pas contraindre trop les personnes? Et comment on fait durer des relations, dans un monde à la fois où on bouge, quand même pas mal, où on sera amené à rencontrer plusieurs personnes tout au long de notre vie? Comment faire durer des relations? C'est pour ça que sortir de la question couple, pas couple, monogamie, non monogamie, ça me semble plus pertinent et de dire donner des possibilités aux gens, de dire: «Il existe d'autres façons de faire», et pas et un du seul modèle. et du coup, avant de conclure, qu'est-ce que tu conseilles aux sexologues, notamment, Mmh. pour accompagner, les personnes qui viendraient avec ces questionnements-là? Alors encore une fois, moi je suis pas clinicien, donc c'est difficile pour moi de vraiment donner des conseils. Moi je suis sociologue, donc par exemple, on me demande souvent: «C'est quoi l'amour?» Et je dis: «Écoutez, Platon et Socrate ont essayé de faire une définition dans le Banquet. Ils y sont pas vraiment arrivés, donc c'est pas moi, qui vais arriver à donner une définition là-dessus. Je pense qu'il faut, on le voit en sociologie et sur tous les sujets, il y a des couches et des couches de représentations, d'histoires et cetera qui se sont rajoutées. Aujourd'hui, on pense que, on dit: «Ah bah, la révolution sexuelle a eu lieu, donc c'est génial». Non, alors il y a un courant, hein, en sociologie qui analyse ça comme ça. Qui va dire: «Bah, la révolution sexuelle a eu lieu, les gens peuvent négocier, d'égal à égal et cetera». En fait, on se rend compte dans les faits que c'est pas le cas et donc il y a des couches qui se sont superposées. Ce qui fait que, notamment dans l'amour, qui est deve qui est devenu un peu, le lieu de la magie, parce qu'on a rationalisé beaucoup de choses dans nos sociétés, donc les gens ont toujours un besoin d'un peu de magie et d'irrationnel et donc aujourd'hui, c'est l'amour qui utilise ça et donc moi, quand je discute avec des gens, alors pas en mode clinique, mais avec des gens de manière informelle, je dis: «Attends, on revient à l'essentiel, en fait.
C'est OK, bon, il y a toutes ces couches de représentation. Déconstruire, j'aime pas le terme, mais enlevons tout ça. Voilà, c'est quoi un couple? C'est quoi l'amour? Voilà, des couples, mais vous avez fait des enfants, vous avez un lien, vous avez quoi qu'il arrive un lien à vie. Donc heu, le qu'est-ce c'est quoi l'essentiel? Voilà, c'est de sur quoi vous vous mettez d'accord pour vivre votre relation. Parce que, Donc en heu fait, notre rôle en tant que clinicien, pour toi, c'est quand même de les accompagner à essayer de définir finalement c'est ça. leur projet couple, leur projet sens, de couple, en fait. C'est ça et de contextualiser, mais ça je sais que les sexologues le font, hein, voilà, un couple qui va pas bien, vous allez essayer de revenir aux origines, voir est-ce qu'il y en a pas un qui a vécu des violences sexuelles, les traumas et cetera, même si la sexualité n'est pas faite que de traumas et heureusement, mais voilà, revenir à l'essentiel pour, voilà, contextualiser et revenir à l'essentiel. Donc c'est définir tout ça et que, bah, finalement un couple c'est une définition et qui est très singulière. Alors oui, on peut trouver des définitions communes, mais c'est là où voilà, c'est très contextuel et les émotions sont contextuelles. La sociologie des émotions le montre bien. Il y a un exemple qu'on donne aux étudiants, on leur montre une vidéo avec une femme qui marche sur la plage avec un soleil couchant et qui est en train de pleurer, puis on leur dit: c'est quoi là ces émotions? Il y en a qui vont dire: «Bah, c'est la beauté du paysage», d'autres: «Oh, elle est sûrement triste», et moi je rajoute toujours: «Oui, ou alors elle a le vent dans la face et elle se prend du sable dans la tronche et c'est ça qui l'a fait pleurer». Je dis: «Voilà, ne présumez pas d'une émotivité parce que le cadre est beau». Donc faut toujours recontextualiser tout ça et dire juste des fois: «C'est possible», bah, ça fait du bien aux gens et puis faut savoir aussi que les gens évoluent, les gens changent et que un couple exclusif traditionnel qui va s'être mis d'accord sur un projet peut, à un certain moment, eh Faire bien, évoluer le projet. Donc on voilà, peut être là aussi dans les étapes d'évolution de ces projets-là. voilà et se séparer parce qu'ils ne sont plus au même point et voilà, il y a des gens, j'ai vu des quelques témoignages là-dessus, ça me moi je trouve ça incroyable. Des gens qui faisaient une fête pour leur divorce en disant: «On s'aime plus en tant que couple, mais on s'aime encore en tant que personne. On va se séparer, on a fait la fête», voilà. Mais comme j'ai aussi, eu, des échanges avec des personnes qui, le jour de leur mariage ou souvent, quelques jours après ou quelques jours avant, faisaient des orgies en disant: «Bah, on nous dit: "Il faut partager l'amour"», bah, on le prend au pied de la lettre, on va on partage l'amour. Voilà, des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles qui se faisaient séparément, puis à la fin de la soirée, tout le monde se retrouvait. Le marié avec les demoiselles d'honneur, la mariée avec les témoins, voire aussi échange entre demoiselles d'honneur mariées et cetera et puis voilà et pourtant ils étaient en couple, quoi. Mais ce couple-là ne se basait pas sur l'exclusivité sexuelle. Voilà. Mmh, ça marche. Bon, il va être temps de conclure quand même et bientôt de se quitter. Donc, c'est quoi la suite pour toi? Heu, les Un joies de livre, la si j'ai bien compris, Alors bientôt? 2 livres, même peut-être Ah, 3. Un livre sur les bisexualités, je vais essayer de publier ma thèse et je travaille sur un ouvrage collectif sur les pluralités relationnelles, donc polyamour, libertinage, couple libre. il y aura J'essaye des je définitions dans ce livre? Il y Parce que tout à l'heure, aura tu m'as appris le mot métamour que je ne connaissais pas, tu c'est vois? ça. Donc, moi, je veux bien un livre, un glossaire de définitions, dans les Ouais, amours pluriels, par exemple. c'est laborieux. Dans ma thèse, j'essaye de donner des définitions, mais il y a tellement de définitions et qui dépendent vraiment des personnes et puis surtout dans le polyamour, c'est une f le polyamour se structure, donc il y a des enjeux de définition et des bagarres un peu là-dessus. Mais voilà, je suis en train d'essayer de recruter d'autres chercheurs et chercheuses de différentes disciplines pour faire un ouvrage collectif là-dessus. Je suis aussi à la recherche d'un post-doctorat parce que voilà, ben, on fait toujours un post-doctorat après une recherche de doctorat et la recherche en sciences humaines étant ce qu'elle est, précaire et surtout dans le contexte actuel où il y a plus d'argent et ben, c'est compliqué. Donc je recherche en Europe, au Canada, aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, c'est vraiment pas le bon moment pour y aller sur ces sujets-là. Mais voilà, je suis en train de voilà, de et surtout du repos parce qu'une thèse, c'est Mmh. Donc là, c'est les épuisant à vacances, tout c'est moment. ça? Semi-vacances, mais oui, oui, je me repose et je profite un petit peu de l'été quand même, tout en travaillant à côté.
voilà. Et où est-ce qu'on peut te suivre si on veut, bah, justement suivre la sortie des ouvrages et cetera? Est-ce que tu as un compte Instagram? Est-ce que tu as Oui, Félix autre chose? Félix Félix Dussault, tout attaché sur Instagram. C'est mon compte académique, voilà, faut que je le mette à jour avec la soutenance là, mais voilà, il y a le groupe de recherche dont je fais partie, la chaire, ERICA pour étude des relations intimes conjugales et amoureuses, qui est la chaire de recherche en sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal sur les relations amoureuses. Je suis aussi membre du CRIPCAS, c'est le centre de recherche sur l'intimité, la conjugalité et les violences conjugales. Et le PRFM, le partenariat famille en mouvance, qui est un groupe de recherche pluridisciplinaire au Québec sur la conjugalité, la famille, et cetera. Et puis voilà, tous mes collègues chercheurs et chercheuses de ce domaine-là, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là. Et hors S Insta du coup, tu J'ai pas de site internet, voilà, je les réseaux sociaux, c'est très bien, j'aime ça, mais voilà, donc donc heu c'est Insta si on veut savoir la prochaine sortie, de tes C'est ouvrages alors? c'est ça, ou les sites des chaires de recherche Erika, il y a de la pub, on fait de la pub, sur nos publications, nos conférences aussi qui sont mises en ligne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur le, chaire Erika, ERICA, Erika UQAM. Vous tomberez sur le site et là, il y a toutes les infos et notamment les résultats de recherche heu, de notre De grande ma étude clique? MACLIC, voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. On mettra toutes les ressources, dans la description de l'épisode. Bah, merci d'avoir, donc Félix Dussault, hein, on répète, ton nom comme ça on te remercie, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Bah, parlez du podcast autour de vous, hein, pour les autres et puis, au revoir et à bientôt pour un prochain épisode. Au Merci, au revoir revoir. Félix. Au revoir.